tous. Merci beaucoup pour votre Bonjour. présence à cette conférence gourmande qui est proposée dans le cadre du Festival international du tourisme, dont le pays invité d'honneur cette année est le Mexique. Cette conférence est proposée par Jean-Michel Monnier, œnologue conseil et maître de conférence à l'Université d'Angers. Mais je le laisse dire quelques mots supplémentaires s'il le souhaite pour se présenter au début de sa conférence. Il va nous parler cet après-midi du cépage chenin et de sa diffusion géographique entre Loire et Mexique. À toi, Jean-Michel. Merci Olivier. Bon, c'est bien de se retrouver, mais même en virtuel, parce que ça aurait été plus sympa, effectivement, de pouvoir faire une dégustation, en plus, ensemble, avec tous les participants, comme c'est habituellement, évidemment, dans le cadre du Festival international du tourisme, quand il a lieu sur place, évidemment, à Angers. Mais on va voyager. On va voyager à travers un cépage, donc qui va être le cépage chenin. Et juste pour compléter ce qu'a dit Olivier, mon collègue, tout à l'heure, je suis effectivement maître de conférence associé à l'Université d'Angers, à l'Histoire, l'UFR Histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui suivent cette conférence qui sont déjà au courant et qui le savent. Et je suis surtout œnologue conseil auprès des viticulteurs de la Loire, donc je vinifie beaucoup de chenin, à la fois sur les appellations Anjou blanc, Saumur blanc, mais également sur les appellations savenières, les coteaux du Layon que l'on peut avoir, et puis au quart de chaume. Et je suis l'expert judiciaire de la Cour d'appel d'Angers sur tout ce qui est expertise judiciaire en vigne et en vin. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va se projeter sur un des plus grands cépages du monde et on va essayer de comprendre un petit peu où il se trouve, d'où il vient, quelle est un petit peu son histoire. Et je vais essayer aussi de vous faire profiter d'un grand nombre de vues, de paysages à travers les différents pays qu'on va parcourir, les différentes régions que l'on va être. Parce que le vin, c'est évidemment un patrimoine en tant que tel, hein, c'est un patrimoine qui est inscrit et qui est reconnu au niveau français, mais c'est aussi un certain nombre de régions viticoles qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment la Loire, notamment cette vue, très belle vue que l'on voit de Savenière, qui en fait partie de ce paysage culturel inscrit au patrimoine mondial. Et puis, c'est aussi évidemment un environnement, c'est des hommes, c'est des femmes qui le vinifient, et on va essayer de comprendre un peu tout ça dans cette présentation. Alors, on va d'abord commencer par l'origine du cépage chenin. D'où vient-il et où va-t-on? L'origine, elle est assez controversée. Pendant un grand nombre d'années, un certain nombre d'historiens, notamment de la région, ont suggéré qu'il pouvait venir du Val-de-Loire, et particulièrement de l'Anjou. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il était un petit peu plus natif du sud-ouest, où on le retrouve aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'on sait que dans notre région, il a bien été identifié dans la vallée de la Loire par un certain nombre d'agronomes, notamment le docteur Maisonneuve, qui a écrit un très gros ouvrage sur les vins d'Anjou-Saumur, ouvrage qui est en 2 tomes d'ailleurs, donc c'est 1890 et 1902, je crois, de tête, hein, qui se trouve à la bibliothèque municipale d'Angers, d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui sont intéressants, qui ont relaté un peu la viticulture en Anjou à ce moment-là. Le docteur Maisonneuve a fait des premiers à expliquer que, évidemment, dès le 9e siècle, on avait bien dans la Loire le cépage. Et à cette époque-là, on a suggéré, on a émis l'hypothèse que ça pouvait être une sélection d'un autre cépage qu'on avait surnommé le chenin noir et qui était le pinot d'Aunis. On va voir que ce n'est pas du tout le cas, mais on va le comprendre après. Et vous voyez, cet homonyme vient effectivement du fait aussi que le chenin blanc, son surnom, c'est le pinot de Loire. Et on a imaginé que le chenin noir, c'était bien le pinot d'Aunis, qui est un vieux cépage de la Loire, qu'on ne retrouve que dans la Loire, qui est originaire du côté de Saumur-Champigny, du prieuré d'Aunis, d'une petite, pas très loin de Saumur. Et ça, c'était la première source qu'on avait imaginée. Mais très vite, depuis que l'ADN le permet,
l'INRA, notamment l'INRA de Montpellier, et notamment un collègue qui s'appelle Jean-Michel Boursicot, a fait un certain nombre d'analyses moléculaires pour déterminer quels pouvaient être les parents de ce chenin blanc. Et très vite, à partir de 2014, on a identifié, on ne va pas dire le père ou la mère, parce qu'on ne sait pas lequel le père ou la mère, mais un des deux parents. Et ces deux parents qu'on a identifiés, c'était le savagnin. Et vous le voyez ici dans ces représentations, le savagnin est en définitive le père ou la mère d'un certain nombre de beaucoup de cépages en France. Et après, vous voyez là, le savagnin est donc dans les descendants, on a le chenin. Et puis après, on va avoir d'autres cépages qui descendent du chenin, mais qui peuvent redescendre aussi en ligne directe du savagnin. Ça, c'est 2014. Donc déjà, en 2014, on savait que le chenin noir avec le pinot donis, c'était pas bon. Et puis Jean-Michel Boursicot a continué ses recherches parce qu'on a eu le congrès du chenin qui s'est tenu à Angers, le congrès mondial du cépage chenin qui s'est tenu à Angers en 2019. Et donc Jean-Michel Boursicot, lors de ce congrès, avait tout fait pour retrouver le deuxième parent du chenin. On avait déjà l'un qui était le Sauvignon, pas le Sauvignon mais le Savagnin. Et il a déterminé, grâce à l'ADN, dans ses recherches, que le deuxième parent, c'était la Sauvignonasse. Donc la Sauvignonasse, c'est quoi? C'est le Sauvignon vert. On a le Sauvignon blanc qu'on connaît bien, et d'ailleurs c'était toute la thématique depuis ce matin des conférences que j'ai données pour les ateliers d'œnologie de l'Université d'Angers. Mais le Sauvignon vert est un petit peu moins connu, mais son surnom est la Sauvignonasse, et donc c'est le deuxième parent du chenin. Donc on a deux parents, puis on a un pépin, et à partir de ces deux parents qui sont évidemment sur la notion des pistils et du pépin, eh ben, ça donne un nouveau cépage, et ce nouveau cépage qui est apparu, c'est bien le chenin blanc. Donc on a enfin, depuis 2 ans, tout juste 2 ans, identifié quels étaient les deux parents du chenin blanc. Voilà pour cette partie il y a plusieurs explications. Ensuite, il y a le côté nom, il y a le côté historique de ce nom chenin. Alors là, c'est un peu controversé aussi. On a eu plusieurs historiens qui sont venus apporter des hypothèses différentes et des thèses différentes au congrès du chenin. Une qui est toujours avancée, mais qui semble être un peu contredite, c'est que on pense que ce cépage, autour du XVIe siècle, avait bien été parfaitement identifié en Touraine, à côté d'un monastère sur le mont Chenin, qui s'orthographie maintenant, vous le voyez sur mon petit diaporama, Mont Chenin tout accroché avec un A. Et c'est comme ça que ce nom aurait été donné. Ça, c'est une des premières explications qui effectivement est donnée. Et c'est à cette époque-là qu'on va trouver aussi une identification forte du chenin dans la Loire, notamment par un certain nombre de poètes ou d'hommes de lettres, et notamment Rabelais, qui dans Gargantua va citer ce gros cépage donnant des vins extrêmement sucrés et dont évidemment Gargantua on buvait des grandes goulées, quoi. On sait aussi parfaitement à l'époque que François Ier, puis après Henri IV, qui évidemment venait énormément dans la Loire, avait à cette époque-là, lorsqu'il visitait un certain nombre de viticulteurs, avait dégusté et fortement apprécié ce cépage en vin blanc sec et en vin blanc moelleux, parce que c'est comme ça qu'on va commencer à partir du XVIe siècle, grâce aux Hollandais qui vont inventer la mèche hollandaise, la mèche de soufre, les fameux sulfites, tellement qu'on contredit aujourd'hui. Eh ben, c'est les Hollandais qui vont permettre de muter, d'arrêter le chenin blanc au cours de sa fermentation alcoolique et de donner des vins tendres, comme on peut l'avoir sur Montlouis ou sur Vouvray, des vins moelleux, comme on peut l'avoir sur les coteaux de l'Aubance, les coteaux du Léon, voire des très grands liquoreux, comme on peut trouver le cépage chenin sur des régions comme Quart de Chaume Grand Cru ou Chaume Premier Cru ou Bonneau. Voilà, mais revenons un petit peu à cette histoire et passons maintenant à sa localisation en France. Donc aujourd'hui,
en France, c'est le 16e cépage des cépages français, hein, et le 6e des cépages blancs. Et vous voyez sur ma carte, qui a été faite par Interloire, par Fanny Gillet à Interloire, on voit bien que 95% en 2014 du cépage chenin était essentiellement localisé dans la Loire et qu'on avait une autre localisation après, on en parlera, dans le Languedoc-Roussillon et plus particulièrement dans le Languedoc, où il rentre dans une composition d'un autre grand vin de fine bulle du Languedoc. Mais aujourd'hui, le chenin, c'est le 3e cépage de la Loire. Voilà. Si on regarde un peu l'évolution de ces surfaces viticoles, vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'on est autour aujourd'hui, 2018 et 2019, les chiffres sont pareils, autour de 9500, 9600, 9700 hectares, mais que dans les grandes heures de gloire, dans les années 50, on était pratiquement le double, autour de 14 000. Il y a eu un phénomène d'arrachage du cépage, malheureusement, dans les années 60, 50 et 60, pour avoir une stabilisation à partir des années 1975. Et aujourd'hui, il est totalement stable dans l'ensemble de la France, et y compris dans la Loire, qui en représente 95% aujourd'hui. Voilà, c'est la même chose qu'on retrouve sur un profil un peu différent. Les chiffres donc de 2018, donc on a dit 9700. Alors ça, c'est un petit peu plus historique, mais le franc pinot qu'on appelait à l'époque le chenin, donc c'est l'autre partie historique où on dit que c'est pas du tout, c'est un cépage qui est beaucoup plus ancien dans la vallée de la Loire et qui portait évidemment un nom qui s'appelait franc pinot. Vous voyez qu'il est essentiellement localisé, d'après le professeur Guyot, le docteur Guyot, plutôt sur la partie angevine. C'est là qu'il y avait la plus grosse localisation et c'est là qu'il y a la plus grande surface. C'est la Touraine, mais c'est surtout la partie angevine. Et on voit bien que sur la vallée de la Loire, on a 2 cépages dominants, c'est le Cabernet Franc et le Chenin, et que si on se déplace à l'autre bout, on va arriver le 3e cépage qui est le Sauvignon blanc. Mais ce n'est pas notre sujet. Il y a plein de synonymes dans le nom de ce cépage, un peu partout en France et à l'étranger. Je vous les ai mis là, on le retrouvera évidemment sur le document quand il sera mis en ligne. Et vous voyez, un Angers s'appelle le Plan d'Anjou, le Pinot de Loire, on l'a expliqué tout à l'heure, le Verdurand, le Gamay blanc, l'Entrague, tout ça, on est un petit peu plus loin, on est dans les Landes. Le Gros Pinot, on est dans la région de Vouvray. Moi, je trouve qu'il y a le Cruchinet qui est assez rigolo dans le sud-ouest. Alors, un qu'on connaît le plus et dont on utilise le plus, c'est le Steen, donc il va être son surnom en Afrique du Sud, mais vous voyez, même en Australie, il s'appelle le Sherry, le Chamin en Bulgarie, ou le Pinot Blanco, dont je vous parlerai tout à l'heure, sur la partie d'Argentine, puisque ça fait partie des grands pays aujourd'hui qui sont quand même encore producteurs du cépage chenin. Et ça tombe bien, on s'approchera évidemment de notre secteur géographique qui est le Mexique, qui va permettre d'arriver jusqu'à l'arrivée du cépage chenin au Mexique, ce qui est une des thématiques évidemment de cette conférence. Voilà le positionnement d'après Raphaël Schermer, notre collègue de Bordeaux, géographe spécialisé quand même dans la géographie du vin, entre autres, hein, mais c'est quand même son dada. Il a fait une thèse sur le muscadet d'ailleurs, hein, sur les vins du muscadet. Il avait positionné le chenin dans le monde et on voit vraiment cette dominante très forte entre la France, mais surtout l'Afrique du Sud qu'on va retrouver après dans des chiffres encore évidemment un petit peu plus précis. Et on verra tout à l'heure que lorsqu'on va commencer à rentrer sur ces explications, on s'apercevra qu'on a effectivement une proportion du cépage très forte en Afrique du Sud. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de pays qui ont ces cépages et on les verra par classement exactement tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, je fais rentrer. Voilà. Je ne vous l'ai pas dit au début de la conférence, mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, vous interrompez, vous posez une question. Si vous voulez des choses qui doivent s'éclaircir, je suis là à votre entière disposition. Je ne connais pas tout, évidemment, mais je pourrais y répondre avec le maximum
de mes capacités, on va dire ça. Alors, à l'étranger, en 2010, le cépage chenin occupait la 20e place des cépages blancs. Et on avait une surface qui était plantée autour de 37 000 hectares dans 22 pays différents. Ça, c'est ce qu'on a référencé. On va voir après que les pays les plus importants, qu'on va retrouver évidemment dans l'ordre, puisqu'on va avoir dans les pays les plus importants, on le voit déjà, l'Afrique du Sud, après c'est la France, après on va voir les États-Unis, après on a l'Argentine, puis après on va voir arriver le Mexique. Mais il y a 22 pays où on peut trouver du cépage chenin. Et dans des pays même des fois un petit peu improbables, comme le vignoble de Chine, qui a été une des thématiques du FIT des années précédentes, où le cépage chenin est présent. Et vous le savez peut-être pas tous, mais la Chine est un des grands pays viticoles mondial, puisqu'aujourd'hui, la Chine est le premier pays viticole au monde en termes de surface de vigne, mais qu'une grande partie de la surface de la vigne en Chine est destinée à faire des raisins. Raisins de cuve, non. Raisins de table, oui. Et raisins secs. Et en plus, une partie de raisins de cuve. Mais les 2/3 des raisins qui sont produits en Chine, à partir de ce plus grand vignoble du monde, les 3/4, pardon, excusez-moi, les 3/4 sont destinés à être mangés en fruits, soit frais, soit secs. Et une petite partie vinifiée en vin. C'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, est le 5e pays producteur au monde en vin, mais le premier en surface viticole, puisqu'il y a une grosse production de raisins de table. Voilà les différents pays. Et vous voyez que, pour faire une petite comparaison, si en 2010, le chenin occupait une surface de 37 000 hectares, en 2000, il occupait sur le monde entier une surface de 45 000 hectares. Donc, c'est un cépage qui n'a pas tendance à disparaître, parce que maintenant, on est à peu près stable, mais qui a tendance à diminuer très fortement dans le premier pays producteur de chenin, qui est l'Afrique du Sud. Ce qui entraîne avec lui, évidemment, une baisse. Et il n'y a pas un autre pays ou plusieurs autres pays dans le monde qui arrivent à tamponner cette baisse de production du cépage chenin en Afrique du Sud. Voilà la place du chenin, par contre, dans les cépages en 2010. Ben, évidemment, on a encore diminué. Aujourd'hui, en 2010, donc, on voyait qu'on est passé à la 28e place dans l'ordre des cépages du monde. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais si je vous avais demandé quel était le cépage le plus planté dans le monde, vous n'auriez pas forcément été à me dire, comme on le voit ici sur mon graphique, que le premier cépage planté dans le monde, c'est l'Airaine. Et l'Airaine est un cépage qui est un cépage à la fois de cuve, mais qui aussi produit des brandies. Voilà. Donc c'est pas le premier cépage dans le monde, n'est pas vraiment un cépage à boire, il est surtout à manger et éventuellement à boire dans quelques brandies, dans quelques alcools. Voilà, mais c'est pas le sujet de cette conférence, donc je ne veux pas trop dévier, parce que je pense qu'on pourrait en parler énormément et de tous les cépages et du positionnement des cépages. Aujourd'hui, la place des cépages blancs dans le monde, et si on prend uniquement les cépages blancs, et on retrouve les rennes évidemment, puisque c'est un cépage blanc en premier, le chenin donc, est en 11e position de tous les cépages blancs du monde, donc c'est pas mal. Sachez que globalement, on trouve à peu près 2000 cépages dans le monde qui sont bien référenciés comme étant différents. Sur les 2000 cépages, on en a à peu près 200 qui sont usuels, donc on connaît bien. Et puis après, une cinquantaine qui sont les plus produits, c'est ceux que vous voyez ici en blanc et ceux qu'on pourrait voir si on faisait une conférence sur les cépages rouges. Donc 2000 référencés, 200 qui sont usuels et puis 50 qui sont vraiment le plus produits dans le monde. Après, ça va dépendre de l'origine géographique dans laquelle on va se trouver. Aujourd'hui, en 2019, la surface mondiale, elle est autour de 33 34 000. Vous voyez qu'on a dit tout à l'heure qu'en 2010, on était à 37 000, donc on a effectivement diminué.
Un cépage, qu'il soit raisin de cuve pour faire du vin ou raisin de table pour être mangé, a des caractéristiques ampélographiques. Ces caractéristiques ampélographiques, ce sont les critères sur la feuille, sur le pampre et surtout sur la grappe de raisin. Donc, on peut reconnaître très facilement à la feuille de vigne quel est le cépage sans voir la grappe de raisin. Ou inversement, on peut reconnaître le cépage en regardant aussi sa grappe de raisin. Aujourd'hui, les caractéristiques ampélographiques du cépage chenin, vous les avez devant vous. Je vous ai mis une feuille et je vous ai mis une grappe. Déjà, au niveau de la grappe, on voit qu'on est sur des grappes plutôt de taille moyenne, qu'on appelle coniques, avec souvent ce petit aileron sur le côté, c'est-à-dire que c'est souvent une double grappe sur le cépage chenin, une grappe relativement moyenne et grande, puis des fois juste un tout petit aileron, ou un aileron un peu plus gros, comme on peut le voir ici. On est sur des baies qui sont très compactes, avec des baies qui sont plutôt petites à moyennes, légèrement ovoïdes, un petit peu elliptiques, et puis on a une pellicule qui est plutôt jaune-doré. On verra tout à l'heure cette notion de couleur qui va évidemment ressortir dans le vin par la suite. Et on a une pulpe qui est très dense, très croquante, un petit peu évidemment sur l'acidité. Ça, c'est les caractéristiques de la grappe de raisin. Pour ce qui va être de la feuille, vous la voyez, elle a cette feuille avec deux lobes à l'intérieur, qui sont deux lobes hauts, qui sont assez rentrés à l'intérieur. Je ne veux pas évidemment rentrer dans toutes les caractéristiques ampélographiques, ce serait évidemment trop long. Et puis, ce n'est pas non plus ni le sujet, ni mes compétences à 100%. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cépage est très fertile. On est plutôt sur une taille courte pour éviter d'avoir une dominance de beaucoup de grappes. Voilà. On est sur un débourrement précoce. On se base toujours sur le cépage Chasselas, qui est en France le cépage de référence. Et tous les cépages, on va se baser là-dessus pour déterminer la date de débourrement. Le débourement, c'est au moment où le bourgeon va rentrer dans le coton. C'est les jours qu'on est en train de vivre en ce moment dans la vallée de la Loire. C'est-à-dire qu'il commence à faire un tout petit peu de chaud. Le bourgeon rentre dans le coton et on commence à voir les premières petites pointes vertes qui commencent à apparaître. On a une floraison qui est assez rapide, toujours un jour après Chasselas. Donc la vigne dans la Loire de Chenin fleurit au mois de juin, plutôt autour du 15 juin. Par contre, on a une maturité et une véraison qui sont un peu décalées, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour que ça arrive à mûrir ce cépage, et donc il faut plus de 100 jours entre la floraison et la formation et la récolte de la grappe de raisin, et il va falloir un peu plus de temps pour pouvoir récolter les raisins à une belle maturité. Voilà pour quelques caractéristiques ampélographiques. Ensuite, évidemment, il y a des sensibilités des cépages que l'on connaît dans le monde à un certain nombre de maladies ou à des ravageurs. Les ravageurs, c'est évidemment les insectes que l'on va avoir. La maladie, la vigne, le cépage est un peu sensible à l'oïdium, mais pas trop sensible à l'oïdium. Il est plus sensible à l'oscoriose et au ver de la grappe, et il est très peu sensible évidemment à certaines maladies comme le black rot ou l'anthracnose. Ça, c'est des petites araignées rouges. On a référencé, c'est l'Institut français de la vigne et du vin et c'est l'INRA, ont bien référencé sur l'ensemble des cépages leur sensibilité, et donc ce qui explique par rapport à leur sensibilité leur positionnement géographique en France et dans le monde par rapport, entre autres, à la température et par rapport, entre autres, à la pluviométrie qu'il peut avoir. Et ça, c'est important parce qu'on verra tout à l'heure qu'au Mexique, il y a 5 zones géographiques, 5 régions viticoles, et elles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques en termes de pluviométrie et en termes de sécheresse. Et donc, il y en a qui sont plutôt favorables au chenin et d'autres qui le sont un petit peu moins. Aujourd'hui, il y a plein de clones qui ont été agréés. Dans la Loire, on en a essentiellement 8 qui ont été agréés. Alors, juste un mot très vite d'explication entre un clone et une sélection massale. Aujourd'hui, vous êtes
viticulteur, vous voulez planter de la vigne, notamment de la vigne de Chenin, il faudra obligatoirement acheter ces cépages, ces plants de vigne, chez un pépiniériste. Un pépiniériste qui va être agréé. Et ce pépiniériste agréé va vous proposer le cépage Chenin sous deux formes. Soit sous la forme clonale, et il va avoir tout un catalogue de clones différents. Par exemple, comme vous le voyez ici, le clone 220, le 278, le 880, le 1018, qui sont des clones, donc qui sont des sélections clonales réalisées par l'ANTAV ou réalisées par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, par rapport à une grosseur de grappes de raisin, par rapport à une résistance un peu plus forte à certaines maladies, par rapport à une maturité un tout petit peu plus forte. Ça reste un cépage Chenin, mais ça va être très légèrement différent pour s'adapter plutôt à un type de sol, un type de terroir particulier. Ça, c'est la sélection clonale. Et on connaît dans le catalogue toutes les caractéristiques bien précises de chacun des clones. Ensuite, il peut vous proposer autrement une sélection massale. Alors, une sélection massale, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il a été repéré et chez un viticulteur qui a des vignes extrêmement âgées du cépage Chenin, des individus qualitatifs, donc des pieds de vigne qualitatifs qui donnaient des vins plus riches, plus concentrés, qui étaient plus résistants, qui depuis la période du post-phylloxéra avaient un cep extrêmement résistant. Et il leur a demandé au viticulteur s'il peut prendre des rameaux de cette vigne pour en multiplier, et en même temps que de le multiplier, cette vigne, il va, ces rameaux, et d'en faire plein de pieds de vigne, donc une sélection massale. Donc il reproduit des petits-enfants en définitive à partir. C'est ça qu'on appelle une sélection massale. Et un viticulteur n'a pas le droit de le faire tout seul. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a dans la vigne, il y a des maladies, notamment des maladies du bois, qui pourraient se transmettre au fur et à mesure. Et les seuls qui sont habilités à faire ces sélections, même chez des viticulteurs bio ou en biodynamie, c'est les seuls qui sont habilités, c'est effectivement un paysagiste, parce qu'ils vont nettoyer à la vapeur des risques de virus ou des risques de champignons ces bois avant de les multiplier. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair, mais vous voyez qu'il y a deux possibilités. Et ce que je viens de vous expliquer pour le cépage Chenin, c'est valable pour tous les cépages du monde, la sélection clonale et la sélection massale. Voilà. Oh, je vais aller très vite là-dessus, mais juste pour vous dire que le Chenin, on le retrouve aussi dans la littérature. François Rabelais, on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé dans Gargantua, mais dans d'autres écrits. Et juste un que j'aime particulièrement, et je sais que mon collègue Olivier y est aussi attaché, c'est Le Prince des gastronomes. C'est effectivement Kurnonski, qui était angevin d'origine, et qui était un passionné et un fou du cépage Chenin. Qui avait dit plusieurs choses. Il avait dit 3 fois par an, par siècle, le Janière, donc 100% Chenin, est le meilleur vin blanc du monde. C'est un peu dur pour le Janière parce que je pense que c'est plus que 3 fois par siècle. Mais surtout, il avait dit d'une façon très juste, en commentaire de dégustation et d'ironie en même temps, et d'explication sur l'angevin, que les vins blancs doux et capiteux à la fois, donc il parlait bien du Chenin blanc et moelleux, reflète le caractère de l'angevin, fait de bonhomie narquoise, de discrète malice et d'ironie indulgente. Bon, ça, en commentaire de dégustation, c'est plutôt le commentaire sur les personnes que sur la dégustation. Mais après, on continue. Il semble aller déguster qu'on se promène avec une belle fille blonde dans une allée de tilleuls en fleurs par un somptueux coucher de soleil. Eh bien, c'est vrai. Dans les caractéristiques aromatiques, vous enlevez la jolie fille blonde et vous ne gardez que le tilleul en fleurs. Eh bien là, effectivement, c'est la caractéristique aromatique du cépage Chenin. Et c'est toute l'élégance peut-être féminine de ce qu'a voulu expliquer aussi Kurnonski dans ses écrits. Voilà, c'était juste une petite aparté. Sachez qu'aujourd'hui, la communication sur le Chenin, en France, partie de la France, partie particulièrement de la Fédération viticole de l'Anjou, et donc d'une chargée de mission qui s'en occupe particulièrement à Angers, on a lancé une communication plus moderne autour du cépage, et ça s'appelle Fan de Chenin. Et cette communication Fan de Chenin permet de voir, mais plus uniquement
dans la vallée de la Loire, mais aussi en Afrique du Sud et aussi dans d'autres pays, qu'il y a des fan zones de chenin, et donc des gens peuvent s'identifier comme étant une fan zone et faire la promotion de ce cépage. Et on commence à avoir des fan zones de chenin un petit peu partout dans le monde, notamment depuis le congrès du chenin, où des gens de Thaïlande étaient venus, des viticulteurs d'Argentine, un petit peu de Chili, et évidemment une très grosse délégation d'Afrique du Sud, et qui ont créé ces fan zones après de chenin dans leur propre pays. Voilà. Pour continuer, je regarde l'horaire, je vais un petit peu plus vite, je suis à peine à la moitié. Donc, le chenin a plusieurs facettes. Quelles sont ces facettes? D'abord, on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la forme, il a des couleurs et des arômes. Le chenin, le cépage en tant que tel, va sur une couleur du jaune-vert à une jaune-or selon la maturité du cépage. Ça, on peut le comprendre. Ensuite, on a parlé du tilleul, la fleur de tilleul, hein, pas la verveine du soir, hein, la feuille du tilleul, mais c'est aussi du coing, c'est aussi de l'abricot, ça c'est les trois arômes bien dominants. Ça peut partir sur la mirabelle et les agrumes, avec un petit côté un peu pamplemousse, ça c'est un petit peu moins trouvé. Le miel et les épices douces qui vont ressortir si on est en surmaturité. Mais les trois arômes dominants qu'on trouve dans le cépage chenin, c'est-à-dire les caractéristiques de ce cépage, c'est bien le coing, c'est bien l'abricot et c'est bien la fleur de tilleul. Voilà. Ensuite, en bouche, elle va être différente selon la structure du vin et le stade où on l'a ramassé. Il peut être très acidulé, très frais si on est plutôt sur une cuvée de printemps, un vin blanc sec vif, tonique, mais ça peut être, et on va le voir après, jusqu'au très grand liquoreux, en passant par la bulle, puisqu'il y a beaucoup de pays qui utilisent le cépage chenin pour faire un vin de fine bulle. Donc, on a bien deux visages de vin blanc sec. On a les vins blancs secs qui sont plutôt sur le côté tendu, acidulé et frais. C'est dans notre région des Anjou blancs de printemps ou des Saumur blancs de printemps. Ça peut être sur certains vins de pays aussi, ou certains Vouvray ou certains Montlouis. Moins d'acidité et moins de vivacité en Afrique du Sud où il est beaucoup plus mûr, mais on peut retrouver cette vivacité et cette acidité en Argentine lorsque on est un petit peu plus en altitude. Par contre, une des grandes caractéristiques des vins blancs secs, c'est évidemment le côté charnu, rond et riche que l'on peut avoir. Et ce côté rond et riche, on l'a quand on a poussé un peu plus la maturité. 13,5, 14, 14,5, voire 15 degrés naturels. Et ça, on va trouver des grands savenières dans notre région, des grandes cuvées d'Anjou blanc, de Saumur blanc, des Vouvray, des Montlouis. Et puis aussi, évidemment, les pays que j'ai cités tout à l'heure, avec, entre autres, l'Afrique du Sud, où on fait des vins assez riches et assez capiteux, souvent fermentés et élevés en barrique du cépage chenin. Voilà. On a évidemment des possibilités de faire des chenins tendres à moelleux, selon la date de maturité. Donc tout à l'heure, on a dit vin blanc acidulé autour de 12,5-13 degrés, vin blanc structuré entre 13,5 et 15 degrés naturels, vin blanc tendre entre 15 et 16 degrés naturels au moment du ramassage, et on garde du sucre résiduel pour avoir cette explosion de fruits exotiques. Ma photo de gauche, les photos de mon ancien collègue Patrick Joly, photographe. Et puis, à droite, si on pousse la maturité, 18 degrés naturels, 24 degrés naturels, même 30 degrés, comme il y en a qui l'ont fait, des raisins complètement botrytisés, complètement concentrés par la pourriture noble, dans ces cas-là, sur ces bonnes eaux, sur ces quarts de chaume, sur ces coteaux du Léon, sur certains vins de passerillage en Afrique du Sud, on va être sur des notes beaucoup plus de miel, beaucoup plus d'épices, beaucoup plus de gelée de coing et beaucoup plus évidemment de cannelle et de muscade. Voilà, donc on a bien ces différents visages, ces quatre visages, deux de blanc sec, deux de moelleux, et puis il y en a encore un nouveau, qui est la bulle. Parce qu'il rentre dans la composition d'un grand nombre de bulles, en France comme à l'étranger. Et dans ces 20 fines bulles, le cépage chenin, 100%, ou associé avec du chardonnay ou avec d'autres cépages, blancs ou rouges, il va apporter l'ossature, il va apporter la puissance, il va apporter la concentration. C'est le côté charnu du cépage.
l'acidité et la charpente. C'est ça l'intérêt du cépage chenin. Et puis, dans certains pays, et je pense à l'Afrique du Sud pour l'avoir goûté, on peut faire aussi des vins doux naturels, un peu dans l'esprit d'un Jerez espagnol ou d'un Porto blanc. Et on peut aussi faire, et ils le font, et on en a aussi un tout petit peu dans la région aussi, des brandies, donc des eaux de vie de vin qui vont être élaborées. Chez nous, ça s'appelle eau de vie de vin des coteaux de la Loire. Et dans la région d'Afrique du Sud, il y a aussi beaucoup de brandy qui sont faits. Au Mexique, c'est moins du brandy produit. Le Mexique, c'est plutôt la cachaça, le mezcal et la tequila. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de, à ma connaissance, hein, et j'y suis allé qu'une seule fois au Mexique, je n'ai pas évidemment tout visité et je ne suis pas un féru, je l'avoue très humblement, de tous les vins du Mexique, mais moi ce que je connais parfaitement du Mexique en alcool, ce n'est pas les eaux de vie de vin, c'est effectivement ceux qui viennent d'agave et avec le mezcal et évidemment avec la tequila. Et je n'ai jamais eu l'occasion, mais si des gens qui écoutent ou qui sont à l'Assemblée veulent m'en faire goûter, ce sera avec plaisir. J'ai jamais eu l'occasion à ce jour de goûter une eau de vie de vin issue du cépage chenin au Mexique. Voilà. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a des différences de structure. Donc très vite sur ce petit côté technique, eh ben, évidemment, c'est les caractéristiques du cépage 100% éventuellement assemblé avec un autre. C'est le potentiel des terroirs et de l'appellation concernée, si on est dans la vallée de la Loire, si on est en France, en Europe. C'est la maturité du raisin qui va changer tout ça. C'est la méthode de récolte, à la main ou à la machine, qui va permettre au cépage chenin de s'exprimer. C'est la méthode préfermentaire, macération pelliculaire ou pas, débourbage serré ou pas. C'est la méthode de vinification avec sa température de fermentation qui va exprimer plutôt une famille d'arômes ou des levures qui vont pouvoir diffuser certains arômes révélateurs de thiol, par exemple, ou des arômes plutôt de terpènes sur les caractères de fruits mûrs. L'acidification dans certains pays, comme les pays du Nouveau Monde, plutôt dans le sud, la fermentation malolactique dans nos régions où on a besoin des fois d'enlever un peu d'acidité. Et puis, c'est les techniques d'élevage avec sur lit, en barrique ou en cuve inox. Donc, je veux dire que ce sont des leviers. Ce sont des leviers techniques de la méthode de vinification ou de la méthode de récolte ou de la méthode de culture, si je parle encore en amont de la viticulture biologique, biodynamique, lutte raisonnée, HVE, haute valeur environnementale, ou tout simplement une viticulture conventionnelle. Tous ces leviers, viticoles, préfermentaires et évidemment fermentaires et élevage, vont me permettre d'avoir des cépages chenins, des vins blancs secs, des vins blancs tendres, des vins blancs liquoreux ou des vins de fine bulle qui vont être assez nettement différents. Ça s'appelle la pluralité, ça s'appelle des visages, des reflets qui vont être évidemment très nettement différents. Juste un petit exemple du cépage chenin en termes de maturité. Voilà un raisin autour de 11 degrés et demi d'alcool qui pourrait produire un saumur brut ou un crément de Loire. Voilà un raisin autour de 12,5, 13 degrés d'alcool qui produirait une cuvée de printemps. Voilà un raisin autour de 15, 14,5, 15 degrés, donc toujours du cépage chenin beaucoup plus jaune, beaucoup plus mûr, beaucoup plus complexe. Et voilà un raisin en surmaturité avec des raisins qui ont été botrytisés, ceux qui sont marrons, desséchés par le Botrytis cinerea et qui va me donner un vin blanc moelleux, voire un vin blanc liquoreux, si toute ma grappe de raisin est comme celle-ci. Donc vous voyez, ça c'est la date de récolte. L'autre levier, c'est évidemment la technique de vendange. Est-ce que je vendange à la machine? Est-ce que je vendange à la main? Et si je vendange à la main mon cépage chenin, je peux en extraire véritablement sa plus grande quintessence et bien séparer mes raisins mûrs de mes raisins moins mûrs. Si je ramasse à la machine à vendanger, je suis obligé de tout ramasser en une seule fois. Ensuite, si je réalise une macération pelliculaire, c'est-à-dire une macération de quelques heures de ma vendange, comme on le voit dans mon verre de droite, eh ben, je vais avoir une couleur beaucoup plus jaune or, beaucoup plus intense, parce que j'aurai récupéré dans ma pellicule
de la puissance, de la concentration, de la couleur, des arômes, des précurseurs d'arômes, des tanins. Et tout ça va me faire un vin blanc sec, après beaucoup plus capiteux et beaucoup plus riche. C'est évidemment dans les techniques préfermentaires éventuellement des débourbages qui vont me permettre de laisser un peu plus de bourbe pour avoir un peu plus de support aromatique à mon vin. Mais je ne peux pas tout expliquer parce que ce serait vraiment trop long. Les méthodes de vinification, ma fermentation alcoolique et la levure que je vais utiliser. Est-ce que je suis sur une levure indigène qui est présente naturellement sur mon raisin? Est-ce que je suis sur une levure que je vais rajouter qui va me révéler certains arômes? Ça, c'est une autre possibilité. Est-ce que je réalise une fermentation malolactique derrière? Et la fermentation malolactique, c'est la transformation de l'acide malique, arôme de la pomme, en acide lactique, arôme du lait. Et dans ces cas-là, mon chenin sec va partir sur des côtés un peu caramel au lait, va partir sur des côtés un petit peu yaourt, un petit peu beurre. Je vais avoir moins d'acidité, je vais avoir un vin qui va être beaucoup plus ample, beaucoup plus velouté. Et donc là, j'aurais activé un autre levier qui me permettra d'aller sur des vins encore plus riches et un peu plus d'élevage. Je veux passer sur les levures, c'est un peu long. Et puis, j'ai ma solution, effectivement, où j'élève mon vin en cuve pour garder toute la fraîcheur de mon chenin, sec ou moelleux. Je l'élève en barrique, comme on le voit ici, au château de Pierre-Bise, où là, je fais une fermentation et un élevage en barrique. Et donc, je vais aller chercher sur mon vin blanc sec ou sur mon vin blanc moelleux, voire même sur des bulles. Dans certains créments de Loire, on le fait aussi dans la région. Un peu plus de complexité, un peu plus d'oxygénation de mon vin, voire très légère oxydation de mon vin, et qui me permet évidemment d'avoir une autre gamme aromatique, voire dans certains cas, un élevage en amphore. Ça peut être un amphore en grès, ça peut être, comme on le voit ici, une vévrique, ces amphores géorgiennes qui sont mis en terre. Et là, Nicolas Réau, que vous voyez ici, le viticulteur que vous apercevez, fait même du chenin en vin orange. Donc là, on est encore sur une autre dimension qui représente 0,0001% peut-être, mais qui, à l'esprit des vins géorgiens, nous permet d'avoir quelque chose encore, évidemment, de beaucoup plus capiteux, plus riche, un peu hors norme. Voilà. Donc, vous voyez que je vous ai parlé de la côté ampélographique. On a situé un peu d'où venait le chenin, comment il était, quelles sont ses caractéristiques. Puis après, on a parlé des méthodes de vinification, d'élevage, de récolte, voire même de culture. Et on a expliqué qu'on avait différents leviers qui nous permettaient d'augmenter les caractéristiques de maturité, de surmaturité, ou au contraire plutôt de garder la notion un petit peu plus végétale de la sous-maturité. Donc on a chaque viticulteur, viticultrice, selon leur personnalité, vont exprimer leur caractère à travers le vin qu'ils élaborent. Ça, c'est évidemment tout ce qu'on peut avoir en théorie. Mais tout ça va s'exprimer soit dans des vins de France, soit dans des IGP, soit dans des appellations d'origine contrôlée en Europe, ou dans des vins de marque, dans les vins, ce qu'on appelle des pays extra-européens, où il peut pouvoir s'exprimer. Alors, où est le chenin dans la Loire? Eh bien là, c'est très intéressant. On se rend compte de quoi? On se rend compte que la plus grosse utilisation du chenin au niveau de sortie déchets, dans les statistiques d'Interloire, bah, c'est de la bulle, quoi. Eh bien oui, ça, vous êtes peut-être étonné, mais le chenin s'élabore beaucoup plus en bulle qu'il l'est en moelleux, ce qui est la partie jaune or qui est au milieu, qu'il est en blanc sec et un peu demi-sec, ce qui est la partie grise. Et c'est ce qui explique la notoriété aussi du chenin dans le monde, qui n'est peut-être pas si élevé que ça, parce que quand on déguste un vin de fine bulle, on déguste surtout une marque. C'est vrai que ça peut être un Crémant de Loire, ça peut être un Sauvignon Brut, ça peut être un Vouvray, ça peut être un Montlouis, mais on ne l'associe pas toujours au cépage chenin, alors que c'est la base complète de beaucoup de nos vins. Voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être que ce cépage, il est en train d'émerger, il est en train de se faire connaître, il est en train fortement de s'apprécier, mais à mon avis, on n'est qu'au tout début, au balbutiement. On le voit depuis un certain nombre d'années, l'engouement qu'il peut avoir dans le monde de ce cépage. Dans la vallée de la Loire, si je veux
commencer évidemment par notre zone où on se trouve pour beaucoup d'entre vous ici. Eh ben, il est essentiellement localisé en Anjou-Saumur, hein, sur le département 49. On va le retrouver un tout petit peu sur le Haut-Poitou. On va le trouver, on l'a dit tout à l'heure, sur le 72, sur la Sarthe, hein, pour les Janières et les coteaux du Loir et un petit peu plus bas, un petit peu plus loin sur le Vendômois. Vous avez tout le secteur de la Touraine, dont je parlerai après, un petit peu sur l'Orléanais, et puis après, bah, le côté valençais, le côté Centre-Loire, c'est l'autre grand cépage de la Loire, qui va être le Sauvignon blanc, et puis le secteur du Muscadet, c'est le cépage melon de Bourgogne, et un peu la folle blanche. Donc il est bien concentré dans ce qu'on appelle le cœur de la Loire, ce qu'on appelle le Val-de-Loire, qui est le département plutôt 49, un peu 72, 37 et 41. Donc c'est vraiment les trois départements où il se concentre. Avec une grande différence qui fait qu'il y a l'Anjou et les autres, c'est que l'Anjou, on est bien sur un terroir de schiste, d'ardoise, avec plus ou moins des schistes différents ou des pierres volcaniques de cette époque primaire que l'on peut avoir. C'est tout ce que vous voyez en marron sur ma carte. Et puis, ben, tout le secteur qui va être du Saumurois, mais après toute la Touraine, on est sur le bassin parisien. Et le bassin parisien, on est évidemment là sur quelque chose qui est sur un terroir de calcaire. Voilà, quelques vues de ce secteur. Là, au moment des vendanges, l'Anjou blanc, à Rochefort-sur-Loire. Là, on est à Saumur, sur le secteur de Saumur, avec une belle vue du château de Saumur derrière. Une vue de l'appellation de Savenière, qui a été faite au drone, qui est très belle, avec les basses vallées angevines derrière et les brumes matinales. Une petite vue du château de Chinon que j'ai fait en plein hiver avec la neige là, et on pourrait mettre d'autres vues évidemment qui iraient carrément sur la partie du Vouvray, du Mont-Louis, un petit peu plus éloignée. Voilà, j'étais vite sur la vallée de la Loire, mais il faut que je balaye maintenant toutes les régions et les pays dont on va parler du Chenin. Et je vois que l'horaire passe, mais ça devrait le faire. On se rend compte aussi qu'en France, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Languedoc-Roussillon. Eh ben, dans le Languedoc-Roussillon, il est essentiellement limité ici, carrément au bout du Languedoc, sur une appellation qui s'appelle Limoux. Et comme par hasard, c'est encore un grand vin de Finbulle, certainement le plus vieux de France d'ailleurs, puisque on fait des vins de Finbulle à Limoux bien avant la Champagne, enfin bien avant, un siècle avant, 100 ans avant la Champagne. Et vous le voyez, il rentre dans la composition du crément de Limoux, où il peut être utilisé jusqu'à 40% avec le chardonnay ou pas. Le cépage de Limoux qu'on a dans la blanquette, c'est le cépage Mosaque, et le chenin peut être. Et aussi maintenant, puisque c'est un cépage qu'ils affectionnent particulièrement aussi dans la région. Pourquoi? Parce qu'il mûrit doucement. Donc, même dans une région chaude, il a toujours un peu d'acidité, une trame acide. Et cette trame acide, ce squelette acide, permet un vieillissement intéressant du vin. Et donc, ça marche bien, ça matche bien pour les vins de Finbulle, mais ça fonctionne aussi bien pour les blancs secs. Et donc, dans l'appellation Limoux blanc, dans cette appellation d'AOP Limoux, on peut être 100% cépage chenin si le viticulteur le souhaite, ou l'associer avec du chardonnay, ou l'associer avec le cépage Mosaque. Voilà. Alors maintenant, essayons de comprendre, en dehors de la France, où il se réfère. Alors, je vous ai mis les statistiques qui viennent de sortir d'un très beau livre qu'on peut télécharger gratuitement d'ailleurs sur Internet, parce que l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'a primé, ce livre. C'est l'Université d'Adélaïde en Australie qui l'a sorti et qui référence, c'est un livre que de statistiques, hein, mais de statistiques viticoles extrêmement précises, cépage par cépage, pays par pays. Ils ont tout référencé. C'est un livre de 700 pages qu'on peut télécharger sur Internet gratuitement. Et vous le voyez là, le cépage chenin dans les différents pays où ce qui nous intéresse. Eh bien, on se rend bien compte. Donc là, vous avez 2000. Alors, je n'ai pas mes lunettes, moi, parce que c'est écrit tout petit, mais si je me dis bien, c'est 2000. Vous aviez 2000, 2010 et 2016. Alors, dans les premières statistiques en 2000, ils n'avaient pas fait tous les pays, donc ça s'arrêtait à cela. Mais donc les statistiques de 2010 donnaient, et de 2016 donnent l'Afrique du Sud en premier, la France
en deuxième. En production, après, vous avez l'Argentine. Donc là, on descend une grande marche hein, quand même, hein, une très grande marche. Après, vous avez les États-Unis, hein, et on va en parler tout à l'heure. Vous avez l'Australie, et là, on descend encore une très grande marche, qu'on divise encore quasiment par 5 la production. Et puis, en sixième, vous avez le Mexique, qui nous intéresse aujourd'hui, et qui est aujourd'hui le 6e pays producteur de chenin dans le monde. Et puis après, vous voyez, vous avez l'Espagne, vous avez l'Éthiopie, il y a des choses étonnantes, hein. Le Chili, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, enfin je ne vais pas tous les faire, la Suisse, le Portugal, qui ont des petites productions faibles de chenin, mais qui peuvent en avoir un tout petit peu. Alors, je voudrais très vite faire les 5 ou 6 premiers pays pour arriver jusqu'à celui du Mexique. Le vignoble sud-africain. Parce que, évidemment, ce vignoble sud-africain, dans la région du Cap, et je vous fais voyager en même temps ce que je vous avais dit tout à l'heure et promis tout à l'heure en faisant voir des paysages viticoles, c'est le premier cépage planté en Afrique du Sud. Il a été, à un moment donné, à représenter près de 30% de la surface totale plantée en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle a diminué, elle continue un petit peu à diminuer en Afrique du Sud, mais il y a quelques producteurs extrêmement fiers de ce cépage qui a produit plein de choses, des jus de raisin, qui a produit des vins blancs très acidulés et qui produit maintenant des vins blancs secs un peu plus structurés, mais encore faut-il qu'ils soient sur un très beau terroir. Donc, comme vous le voyez sur ces statistiques, c'est toujours le premier cépage planté là-bas en Afrique du Sud. Alors, très vite, l'Afrique du Sud, parce que ça va permettre de ce qui se passe ensuite en Amérique du Sud, parce que c'est ça qui va nous intéresser plus particulièrement, et en Amérique du Nord. Vous savez que les premières vignes vont être plantées en Amérique du Sud à partir de 1652, où il y a la compagnie hollandaise des Indes orientales qui vont faire escale au cap de la Bonne-Espérance. Et à partir de 1659, le gouverneur hollandais de l'époque va commencer à apporter des cépages. Et il va apporter comme cépage le sémillon, le palomino et le chenin blanc. Le chenin blanc. Par contre, je fais ignorer. Voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, il va être planté, il va être très planté. 1688, c'est l'édit de Nantes, avec l'immigration qui va se développer, et tous les huguenots, notamment français, qui sont persécutés et qui vont venir dans la région pour planter la vigne, et qui donc, au final, vont se mettre à produire beaucoup plus, ne serait-ce que de cépages chenins. On a une notion de surproduction qui arrive en 1918, je passe là-dessus. 1950, c'est des nouvelles techniques qui vont commencer à valoriser un peu plus les cépages. Et on a le phylloxéra dans la région qui va détruire le vignoble et qui va être planté. Et le cépage chenin, à ce moment-là, va toujours faire partie des cépages qui sont effectivement plantés. Et qui ressortent bien. Et c'est pour ça que le prochain congrès du chenin, qui aurait dû avoir lieu cette année, en Afrique du Sud, évidemment, est reporté pour cause de Covid, mais qui sera là-bas dans quelques mois ou quelques années, nous l'espérons. Troisième pays, après la France, l'Argentine. Et en Argentine, vous le voyez ici au niveau des statistiques, c'est un petit cépage planté et qui a un surnom qui s'appelle le Pinot Blanco. Là, et il est planté à la fois dans la région de Mendoza, donc la plus grande région viticole d'Argentine, mais aussi, lorsqu'on monte beaucoup plus haut, sur la région de Salta, tout en haut, et notamment à Rourouille, sur cette ville que vous voyez ici, des photos que j'ai prises il y a quelques années, où vous voyez du cépage chenin et derrière ce magnifique paysage qui fait partie des paysages inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO, non pas pour la beauté de son paysage viticole, mais pour son côté géologique. Et vous les voyez là, vous savez que ce pays, c'est 4000 km de longueur sur 1200 km de largeur, et je vous ai parlé de Mendoza. En dessous, il y a Rio Negro qui représente 5%. Il y en a un tout petit peu à la Rioja, mais pas beaucoup de cépage chenin. Et le cépage chenin, on le retrouve à Salta, en altitude. Ça fait partie des vignobles les plus hauts du monde, puisqu'il se retrouve en altitude. Voilà. Les États-Unis, c'est l'autre pays du chenin aussi. On l'a dit en 4e position. C'est le 19e cépage planté aux États-Unis, et essentiellement dans la Napa Valley, où là, il fait souvent des vins très riches et très capiteux, puisque très riches en termes d'alcool, mais c'est des secs qui sont élaborés, mais il l'aime bien par rapport à sa notion de structure.
et des particularités évidemment dans cette Napa Valley selon les terroirs que l'on peut trouver, et le chenin va plutôt aller chercher des terroirs non pas de sable et gravier, mais plutôt d'ardoise. Alors le Mexique, pour terminer, et je vais être à peu près dans les temps, le Mexique, aujourd'hui, la surface viticole, elle est à 40 000 hectares. Donc ça, c'est la surface viticole totale. Mais sur cette surface viticole totale, il y a la production des raisins de table et la production des raisins de cuve. Et les raisins de cuve en 2016, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, étaient de 5 465 hectares. Donc vous voyez qu'il y a globalement autour de 15% de la surface totale plantée de vignes au Mexique qui donne du vin. Et au Mexique, vous avez 17 variétés de cépages qui ont été plantées. Là, c'est des photos que j'ai prises sur un mur au Mexique qui expliquent effectivement l'arrivée de ce cépage d'une façon ancienne, parce qu'il n'y avait pas de vignes autochtones au Mexique. Il n'y avait aucune vigne autochtone. Les vignes sont arrivées vraiment de plans d'Europe à partir de 1551. C'est par les Espagnols et les Portugais, mais surtout les Espagnols à l'époque, qui vont planter. Et c'est eux, d'ailleurs, qui vont apporter, mais un petit peu plus tard, le cépage chenin. Ben, vous voyez la place du chenin au Mexique. Aujourd'hui, le premier des cépages plantés au Mexique, c'est le Sultamina. Donc, c'est un cépage blanc qui est essentiellement de table, même s'il y a un peu de brandy élaboré avec, c'est surtout le cépage blanc de table. Vous avez le Cabernet Sauvignon, que vous connaissez bien, le cépage hégémonique et le premier cépage rouge planté au monde. Hein. Le Carignan, qui arrive aussi du sud de la France et de l'Espagne. Le Merlot, qui est le deuxième cépage rouge hégémonique dans le monde et qui arrive de Bordeaux et qui est en train de grappiller progressivement sur le Cabernet Sauvignon. Le Salvador, qui est un cépage dont je n'ai pas trouvé trop d'origine, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Et puis, vous avez le Chenin blanc, qui est effectivement le 6e cépage planté là-bas, principalement. Voilà une photo de ce que j'ai fait. Alors, c'était en hiver, donc la vigne n'était pas encore pleinement débourrée. Et on voit sur cette photo à la fois du cactus sur un côté extrêmement désertique et en même temps aussi de la vigne, de la jeune vigne qui a été plantée. Donc, sur la région du Mexique, peut-être que mes collègues, mais malheureusement j'étais en conférence avant, donc je n'ai pas pu les suivre, et notamment les anciennes étudiantes qui ont fait une conférence à 13h, vous ont parlé des 5 régions viticoles du Mexique. Et donc, vous voyez que vous les trouvez ici. Dans ces 5 régions viticoles, moi j'ai eu la chance de visiter celle qui est juste au-dessus de Mexico, qui est une petite région viticole aujourd'hui, mais la plus grande, eh ben, c'est celle qui est juste en dessous de la Californie. Donc c'est la Basse-Californie. Et sur cette partie-là, il y a 83% de la production nationale qui est plantée. On trouve un petit peu de cépage chenin, mais quasiment pas. C'est vraiment un terroir de rouge, c'est vraiment une terre à rouge. Et le Merlot et le Cabernet Sauvignon, ils sont les cépages dominants. Après, vous avez les autres régions que vous voyez ici, qui sont avec des proportions beaucoup plus faibles, parce que le Querétaro, alors excusez-moi, je suis très mauvais en langue, donc pour la prononciation, c'est pas toujours, ça fait rigoler beaucoup mes étudiants et mes collègues, mais bon, ça fait partie de mes grosses lacunes. Donc là, on est sur une production de 8, mais là, on va retrouver effectivement une petite production de chenin, et sur les 3 autres régions aussi, une petite production de chenin, mais on n'a pas la chance, par rapport à la Basse-Californie, d'avoir quelque chose qui soit moins aride. Et l'intérêt de la Basse-Californie aussi, c'est qu'il y a des vents un petit peu humides et qui apportent un peu de fraîcheur, et aussi qui vont apporter beaucoup plus qui vont affiner la pellicule du raisin et qui vont lui permettre, dans ces cas-là, effectivement, de mûrir, quoi. Voilà, je voulais juste terminer sur un accord gourmand, parce que c'est aussi un peu les thématiques de ce Festival international du tourisme avec la gastronomie mexicaine. Donc là, ce n'est pas du tout de la gastronomie mexicaine, c'est le repas qui a été fait chez Taïwan, à Paris, le plus cher du monde. Alors, ce n'est pas forcément un critère de qualité, mais c'était tous les vins qui avaient été mis en valeur, entre autres, par Kurnonski,
avec tous les vins qui avaient été élaborés chez le restaurant Taïwan, le restaurant Trois Macarons, et avec les 5 plus grands vins qu'on estime au monde. Et bien, dans ces 5 vins, il y a un cépage chenin, et particulièrement un savenière, de la coulée de Serran, de chez Nicolas Joly et de sa fille Virginie aujourd'hui, et qui, à l'époque, donc en 2013, était classé comme le Château Yquem, comme le vin jaune du Jura, comme le Grand Bourgogne blanc ou comme le Grand Viognier blanc, comme faisant partie des 5 plus grands vins monde, des cépages du monde et des meilleurs vins blancs secs au monde. Voilà. Donc, c'était juste un petit clin d'œil, évidemment, par rapport à cette notion d'accord 20 mai et comment il avait été construit à partir de ces 5 vins au niveau du menu. Voilà une petite photo de la clôture du congrès du Chenin au centre de congrès Jean Monnier il y a 2 ans maintenant, c'était au mois de juin, avec évidemment la rencontre qui devait être prévue cette année en Afrique du Sud et les confréries viticoles qui étaient prévues d'y aller. Ça a été reporté. On espère qu'on y sera et je suis sûr qu'on retrouvera à ce congrès des collègues du Mexique qui viendront présenter leurs différents vins à partir de ce cépage-là. Voilà un petit peu de bibliographie. J'ai un tout petit peu décalé Olivier de 5 minutes. J'ai été un peu à la course à la fin, mais j'étais pas trop mal quand même. Ça va, le modérateur? Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette présentation très opulente. Oui, c'est Pour possible. employer un terme qui est très utilisé dans le monde du vin, n'est-ce pas? Oui, Je te propose de laisser la parole aux questions. bien sûr. Y a-t-il des questions pour Jean-Michel Monnier que vous pouvez nous présenter soit directement en la posant de vive voix, soit à travers le chat? Pour ceux qui ne savent pas parler ou qui n'osent pas, Qui n'ose pas, voilà, c'est ça. je vais remonter sur une diapositive de paysage. Peut-être pour amorcer le mouvement, je vais t'en poser une. Tu as très bien montré la présence de ce cépage dans un nombre si important de pays dans le monde. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que ça peut s'expliquer par une adaptabilité tout à fait particulière de ce cépage à différents climats, à différentes conditions pédogéologiques? Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que globalement, les migrations des cépages dans le monde se sont faites au gré des pays qui ont transporté les cépages en général, hein, pour être plus précis. Et une des plus grandes migrations a été évidemment la conquête spirituelle, si on peut dire comme ça, avec les moines, et qui ont évidemment déplacé, les moines, quand ils ont voulu évangéliser, ont plutôt déplacé des cépages de régions qu'ils connaissaient particulièrement. C'est comme ça qu'il y a des cépages espagnols qui ont commencé à gravir l'Amérique du Sud, ou cépages portugais, et puis des cépages importants comme le chardonnay. Donc il n'a pas fait partie de la première vague, le cépage chenin, sauf avec les fameux huguenots qui ont d'abord déplacé les cépages de la vallée de la Loire, et notamment le chenin en Afrique du Sud. Et ça, c'est la première origine. Après, une fois qu'ils se sont déplacés de cette façon-là, c'est l'adaptabilité de ce cépage au climat sur le terroir qui va permettre qu'il va se développer. Et les vins qu'ils vont en donner, qui d'ailleurs souvent portaient le nom de futures appellations d'origine contrôlée dans une région, qui vont permettre de se développer. Ça, je dirais que c'est la première vague, la première tendance. Et puis la deuxième tendance, après, c'est le déplacement des viticulteurs, des professionnels en termes, qui, en voyageant de pays, se disent « Ah, ça c'est intéressant, je trouve que ce cépage donne sur la vallée de la Loire quelque chose de frais, de vif, de tonique, qu'est-ce qu'il pourrait apporter chez moi ?» Et ce même viticulteur va le transporter au Mexique, c'est comme ça que ça s'est passé,
va le transporter au Mexique et va commencer à en élaborer sur 1 hectare ou 2 hectares. Et voir, parce qu'il a trouvé que son terroir était identique à celui de la vallée de la Loire, parce qu'il a trouvé un climat qui n'était pas, ou parce qu'il a tout simplement eu un foutu coup de cœur pour ce cépage et qui va. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Éthiopie. Tout à l'heure, je disais que le chenin est arrivé en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un tout petit vignoble qui s'est monté il n'y a pas très longtemps. Et c'est le viticulteur, qui n'était pas du tout viticulteur, qui a monté le vignoble de Rangiroa à Tahiti, qui a développé ce vignoble-là. Et il a, comme par hasard, demandé à un technicien de la Loire. Et lui a dit, mais moi, je planterais bien du chenin là-bas. Et donc, c'est comme ça qu'il et un peu en altitude, eh ben, il s'y plaît beaucoup. Donc, tu vois, il y a des choses très scientifiques, il y a des autres qui ne sont pas du tout scientifiques, qui sont de l'empirisme, et puis qui sont un côté un peu un peu chauvin, quoi. Quand on connaît bien un cépage et qu'on migre et qu'on est technicien, on part avec ça dans sa valise, et puis on se dit, qu'est-ce que ça donnerait dans un autre pays? Exactement pareil que le développement des vins oranges, quand il y a des angevins qui sont allés en Géorgie, qui ont dit, ah, dis donc, les vins oranges, c'est particulier. Cette technique d'élaboration, si je la faisais sur mon chenin, qu'est-ce que ça donnerait, quoi? Eh ben, on peut se planter. Dans une vinification, c'est pas grave, c'est qu'un volume de vin. Par contre, quand on plante un cépage, ben on le plante pour 30, 40 ou 50 ans. Donc, ça y va par strate particulière. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair dans ma réponse, mais effectivement, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Merci pour ta réponse. Y a-t-il des questions pour Jean-Michel? Alors, soit tout le monde dort, soit. Ah non, je vois Non, Brigitte. tu as été Brigitte, elle très, très parle, mais tu complet, n'as pas mis donc ton micro. j'imagine. Ou alors, c'est que j'ai été suffisamment complet. Oui, Et oui. c'est vrai que j'essaie de tout balayer, hein, mais c'est ce qui expliquait que ça pouvait être long, quoi. Bon. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter, lorsque tu étais au Mexique, des chenins vinifiés donc, au Mexique? Alors non, j'ai goûté des Malbec, j'ai goûté des Cabernet Sauvignon, des Merlots, et dans la région dans laquelle j'étais, c'était quasiment que des rouges. Donc j'ai pas eu cette chance-là d'en goûter. J'en ai goûté par contre un au Congrès du Chenin, parce il y en avait un qui était là. Ça, j'en ai goûté en France, mais pas au Mexique. Mais c'est ça aussi comment ça s'appelle, le plaisir du monde vitivinicole, c'est que on peut transporter avec soi des bouteilles et on peut aussi en déguster dans plein d'autres pays dans le monde. Et là, j'en ai goûté un qui était assez chaleureux. Quand je dis chaleureux, c'est un vin capiteux, très coloré, pour moi un petit peu lourd, qui manquait un petit peu d'acidité, mais qui correspond à un type de clientèle, effectivement, de ce qu'on peut trouver aussi là-bas. C'est-à-dire, une chose que je n'ai pas évoquée, c'est qu'évidemment, les vins sont le reflet d'un terroir, d'un territoire et des hommes qui y sont, mais sont aussi le reflet ou la volonté commerciale. Il faut penser qu'un vigneron, quand il fait un vin, il le fait pour le vendre, il le fait pour se faire plaisir, il y met toutes ses entrailles. Notre collègue Jacques Cuiset disait le vin, c'est la gueule de l'endroit et les tripes du vigneron. Oui, bah, c'est ça, mais c'est aussi le consommateur qui va l'acheter au bout, quoi. Et bah, le chenin, il s'adapte un peu à tous les types de consommateurs. Et aujourd'hui, on a deux grandes tendances de chenin sec dans le monde. On a ceux qui sont capiteux, qui sont riches, pour les gens qui aiment les vins un peu plus puissants. Et on a des chenins secs qui sont droits, vifs, tendus, que certains veulent dire minéraux, que moi je dirais plutôt frais et vifs, tendus, et qui vont être différents aussi. Et c'est plutôt un puissant et riche, donc ça me correspondait bien. Un rond et velouté. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions, A priori, je vais non. te remercier très, très chaleureusement pour cette présentation et remercier tous les participants à cette conférence. Eh ben, merci à tous, merci pour votre écoute, et puis le plaisir d'en retrouver certains, d'en recroiser certains dans différentes dégustations maintenant, et non plus en virtuel, mais 100%, 100%. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Merci. Jean-Michel. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors.